Du coup, pour la présentation suivante, je vais faire une petite intervention sur les initiatives du Health Data Hub en faveur de l'ouverture de la science. Donc, je suis Lauriala, je suis chef de projet ouverture de la science au Health Data Hub depuis environ 2 ans. Et donc, j'accompagne avec les autres personnes de mon pôle dans l'ouverture des ressources qui sont à la fois internes et à la fois externes, les ressources des partenaires. Donc le pôle Open Science, il a été créé au Health Data Hub en janvier 2024 et c'est un pôle qui naît d'actions qui sont à la fois préexistantes et d'actions nouvelles. Parmi l'action préexistante, il y a notamment l'action Data Challenge qui vous sera présentée juste après par ma collègue Lauriane Armand. Mais parmi les actions nouvelles qui ont été mises en place et qui ont été structurées, il y a eu les actions autour de l'open science, avec notamment la mise en place d'une doctrine, puisqu'on a toujours promu l'open science, mais il n'y avait pas encore d'offre de service ni de doctrine autour de ça. Donc ce pôle open science est né en janvier 2024 avec plusieurs missions, notamment la participation aux travaux nationaux relatifs à la science ouverte, l'organisation d'événements fédérateurs tels que celui-ci aujourd'hui, avec pour objectif de promouvoir l'ouverture des connaissances dans le domaine des données de santé, et enfin le développement de solutions open source et open data pour la communauté des données de santé. Donc aujourd'hui, dans un premier temps, je vais vous présenter l'offre de services open science qu'on a mis en place au Health Data Hub, l'état des lieux sur les contributions qui ont été faites depuis 1 an, à la fois au sein du pôle open science, mais pas que, et enfin une petite ouverture autour des données synthétiques qui peuvent potentiellement être des solutions prometteuses pour levier certains freins autour de l'open data en santé. Donc, dans un premier temps, l'offre de services Open Science du Health Data Hub. Je ne peux pas commencer à parler d'open data sans parler d'anonymisation. Donc, bien sûr, tout ce qui va concerner l'ouverture des données de santé doit obligatoirement impliquer une anonymisation totale des données. Donc, pour s'assurer de l'anonymisation, le G29 a mis en place 3 critères, l'individualisation, la corrélation et l'inférence, qui vont permettre de s'assurer que les données sont anonymes. Dans le cadre des données de santé, on ne peut pas toujours s'assurer que ces 3 critères sont parfaitement respectés. Dans ce cas-là, on doit s'engager à compléter une analyse de risque de réidentification qui doit permettre de conclure un risque de réidentification avec des moyens raisonnables qui est négligeable. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important quand on parle d'ouverture de données de santé. Donc on partagera les slides à l'issue de l'événement, mais il y a quelques ressources qui peuvent être utiles pour un porteur de projet qui souhaite anonymiser ses données. Ensuite, concernant du coup l'offre de service, il y a plusieurs étapes pour ouvrir des données. C'est quelque chose qui fait assez écho à ce qui a été dit en ouverture ce matin. Clara Locher mettait en évidence que parfois certains porteurs de projets souhaitent ouvrir les données mais ne savent pas forcément comment. Donc nous, on a essayé de mettre en place cette offre de service pour répondre à cette question. Donc dans un premier temps, il y a un caractère qui est assez important, c'est le caractère interopérable autour des ressources. Donc avec des formats assez standardisés ou des langages de programmation qui permettent de faciliter la réutilisation. Donc on met ici quelques recommandations. Ensuite, c'est important de bien documenter la ressource que l'on souhaite partager puisque, comme ça a été dit également ce matin, si on ouvre une ressource, l'objectif c'est qu'elle soit réutilisable. Donc, elle peut être réutilisable que si elle est correctement documentée. Donc, on a mis en place quelques templates qui sont aussi accessibles sur notre site internet, ayant pour objectif de guider le porteur de projet dans la documentation de ces ressources et ainsi maximiser la réutilisation. Ensuite, on essaye de proposer des outils qui permettent de garantir la parentalité des ressources. Donc, on a notamment un contrat avec la plateforme Fabrica de DataSite qui permet la création de DOI. Donc, les DOI, ce sont des Digital Object Identifiers, des liens stables qui permettent de rendre une ressource citable. Donc, c'est ce qu'on peut mettre généralement avec les articles scientifiques, etc. Et donc, ça permet de faciliter la citation des ressources. Et enfin, on a des recommandations en termes de licence, puisque l'objectif, effectivement, c'est de garantir une réutilisation la plus large possible. On est plutôt en faveur de recommander des licences permissives qui sont autorisées aux administrations et qui permettent une réutilisation libre et gratuite, sans restriction et dans le respect de la citation des auteurs. Donc, il y a également ici un lien vers un outil qui permet de comparer différents types de licences. Mais en ce qui concerne les bases de données, on recommande l'utilisation des licences EthaLab ou CC BY. Et en ce qui concerne les codes sources ou algorithmes, on propose plutôt les licences type Apache ou le MIT. Enfin, on propose des outils de diffusion des ressources. Donc cet outil-là, c'est pas nous qui le proposons, c'est l'outil français du gouvernement. C'est la plateforme nationale qui permet de référencer des jeux de données. Donc c'est en ce qui concerne l'open data.
Donc c'est une plateforme qu'on a choisi de conseiller, de recommander, puisque c'est une plateforme qui héberge à l'heure actuelle énormément de jeux de données et qui a une communauté qui est dynamique et engagée, avec énormément de réutilisateurs réguliers. Par contre, la seule limite, entre guillemets, de cette plateforme, c'est que pour héberger un jeu de données, il faut que celui-ci soit peu volumineux. Nous, dans le cadre des Data Challenge qu'on accompagne, on a souvent des bases de données qui sont des bases de données d'imagerie, avec du coup une forte volumétrie. Donc lorsque c'est supérieur à 1 giga, il faut que le porteur de projet qui souhaite ouvrir ces données puisse héberger ces données par ailleurs. Du coup, on a mis en place au Health Data Hub une infrastructure de stockage qu'on met à disposition des porteurs de projets qui le souhaitent pour héberger d'un côté les bases de données et les référencer dans un deuxième temps sur la plateforme nationale. En ce qui concerne l'open source, donc le référencement des algorithmes et codes sources, on a mis en place une bibliothèque ouverte d'algorithmes en santé. Donc cette bibliothèque, c'est un outil qui permet de centraliser toute ressource de type algorithme ou code source qui serait partagée en open source et qui serait sur les données de santé. Donc ça peut être à la fois des codes sources issus de l'AMI BOAS qui a été évoqué ce matin, donc qui est un AMI qui permet d'encourager le développement, la mise à jour et la validation d'outils informatiques sur les données de santé, mais pas que, puisqu'on référence également tout ce qui est algorithme code source qui pourrait être produit dans le cadre de Data Challenge ou tout type de projet. Donc l'ambition, c'est que cette bibliothèque, ça soit en quelque sorte une référence pour un utilisateur qui aurait des besoins de type algorithme code source sur les données de santé. Donc cet outil, c'est une bibliothèque qui est centralisée, mais c'est également une initiative qui est collaborative entre différents acteurs de l'écosystème. Et c'est-à-dire qu'on va accompagner vraiment les porteurs de projets qui souhaitent contribuer en leur partageant à la fois nos bonnes pratiques, mais à la fois en les accompagnant à toutes les étapes de l'ouverture. Donc cette bibliothèque, à quoi elle ressemble? Elle est disponible sur le site internet du Health Data Hub. Donc elle se présente sous une forme de catalogue d'algorithmes avec sur la gauche des tags qui permettent aux réutilisateurs de filtrer plus facilement les ressources dont il a besoin et de naviguer plus fluidement. Lorsqu'on ouvre une ressource, on accède à une fiche projet qui correspond à la documentation de la ressource et qui permet aux réutilisateurs de vérifier que cette ressource correspond à son besoin et également d'accéder directement au dépôt de la ressource. Donc la ressource est directement téléchargeable sur la plateforme collaborative. Donc là, dans le cas présent, c'est le GitLab du Health Data Hub qu'on met à disposition des porteurs qui le souhaitent. Mais on peut tout à fait référencer des ressources qui sont ouvertes sur le GitLab du porteur de projet. En fait, ce qui est important, c'est que ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a deux actions un peu en miroir. D'un côté, on a l'hébergement, de l'autre côté, on a le référencement. L'hébergement, il faut qu'il soit sur une plateforme collaborative et ouverte, telle que GitLab ou GitHub, de façon à mettre à disposition la ressource, quel que soit le langage de programmation, mais surtout de garder le côté collaboratif, où on peut faire évoluer les codes sources et algorithmes avec un système de versionning et surtout un historique des versions, ce qui permet aussi à la communauté d'itérer et de faire valider en quelque sorte les évolutions qui auraient eu lieu. Et en parallèle, donc le référencement dans la bibliothèque qui, elle, est disponible sur le site du Health Data Hub. Donc du coup, cette offre de service, elle a été mise en place il y a environ 1 an. Donc depuis 1 an, plusieurs contributions ont eu lieu. En termes d'open data, donc il y a à l'heure actuelle 6 bases de données qui sont ouvertes en open data, à la fois des bases de données qui sont qui sont hébergées au Health Data Hub. Ce sont des données synthétiques qui ont été mises en place pour mimer les données du SNDS et également pour mimer les données synthétiques pour l'algorithme du top diabète. Mais il y a également des données qui ne sont pas des données synthétiques, qui sont des données réelles, qui ont donc été anonymisées et qui sont des données issues des Data Challenge. Donc, ce n'est pas des données SNDS, c'est des données autres. Donc, il y a par exemple les données de l'Allergen Type Challenge, qui sont des données tabulaires qui correspondent à des profils immunologiques de patients allergiques. La base TissueNet, qui correspond à une base de données d'imagerie avec des lames de biopsie de col utérin numérisées. La base de données Cytologia, dont on vous parlera un peu plus en détail après, puisque c'est le Data Challenge qui vient de se clôturer, qui, elle, rassemble 70 000 images de frottis sanguins annotées issues de 23 centres hospitaliers francophones. Et enfin, la base de données Digilut, qui, elle, est une base de données composée de 500 images de biopsie pulmonaire annotées. Donc on comprend ici toute la notion de volumétrie et tout l'enjeu autour de l'anonymisation. Et enfin, une dernière base de données qui est en cours d'ouverture, c'est la base de données Visiomel, qui est également issue d'un Data Challenge et qui est composée d'environ 2300 images numérisées d'exérèse de mélanome localisé. En termes de chiffres, donc ces bases de données, certaines ont été ouvertes il y a environ 1 an, donc c'est le cas des données synthétiques et de la base de l'Allergen Type Challenge. On peut voir que c'est des bases qui ont été énormément visitées et énormément téléchargées.
Donc c'est là où on se rend compte que la contribution à l'open data, ça a un intérêt parce que certaines bases sont volumineuses et les réutilisateurs ont pris le temps de les télécharger pendant longtemps. Donc certainement que c'est quelque chose qui est très utile. Après, pour la base de données Digiluit, elle a été ouverte il y a une semaine, donc les chiffres sont déjà assez intéressants, mais il faut garder en tête que c'est récent. Et après, concernant notre page DataGouv, il y a eu près de 6000 visites en un an. Donc c'est quand même quelque chose qui est intéressant et on voit que ça intéresse la communauté. En ce qui concerne l'open source, donc cette bibliothèque, elle accueille aujourd'hui 33 ressources qui ont été publiées donc depuis avril 2024. Il y a différentes catégories de ressources. Il y a à la fois les algorithmes de ciblage dans la base principale du SNDS qui peuvent porter sur différents types de pathologies. Il y a ce qu'on appelle les requêtes à la demande qui peuvent permettre de repérer certaines situations dans le SNDS ou le PMSI. Et enfin, on a des algorithmes plutôt sur le traitement des données de santé, donc avec tous les algorithmes issus des Data Challenge. L'algorithme de la cartographie des pathologies qui a été présenté ce matin par Antoine Rachat. Et enfin, tout ce qui est outils de manipulation ou de transformation des données. Donc là, vraiment, on voit qu'il y a une grande diversité de ressources qui peut cibler une grande diversité de thématiques liées à la santé. Et l'objectif, c'est vraiment de faciliter le traitement des données de santé pour que les utilisateurs puissent profiter des ressources qui existent déjà. Et donc, en moyenne, on a 380 visites par mois sur cette page BOAS, donc c'est plutôt intéressant. En ce qui concerne d'autres contributions à l'Open Science, il y a notamment la participation à des travaux nationaux tels qu'avec l'AMDAC. Donc, ça a été présenté ce matin, mais il y a du coup un guide d'accompagnement à l'ouverture des ressources en open source qui a été produit et qui est disponible actuellement. Et donc, des GT qui sont actuellement en cours sur l'open data et notamment les thématiques anonymisation et pseudonymisation. Donc, encore une fois, l'objectif, c'est de donner des outils à toutes les personnes qui souhaiteraient contribuer à l'open science. Comme je vous le disais, on participe également à l'organisation d'événements fédérateurs. Donc, ces événements ont le but de rassembler les acteurs de l'innovation contribuant à l'ouverture des connaissances dans le domaine de la santé. Donc, il y a évidemment la journée Open Science telle que celle qui se passe aujourd'hui. Donc, c'est la 2e édition. La première édition a eu lieu l'an dernier et a rassemblé une centaine de personnes. Mais il y a d'autres événements tels que les meet-up qu'on organise régulièrement et qui sont des rencontres ouvertes à tous, qui permettent de discuter à la fois des avancées du SNDS, de l'ouverture récente de certains travaux, etc. Et donc, il y a un prochain meet-up qui est organisé le 19 juin et qui portera sur l'homopisation des données de santé avec un retour d'expérience et notamment toute une partie sur les contrôles qualité liés à l'homopisation. Donc, il y a des liens d'inscription si ça vous intéresse, mais on pourra les rediffuser par la suite. Et donc, comme je vous disais, les contributions à l'open science vont au-delà de notre pôle. Donc ça, c'est des ressources qui ont été mises en place il y a longtemps. Donc, il y a notamment le forum Entraide qui permet aux utilisateurs du SNDS de poser des questions et de trouver des réponses. Donc, il y a pas mal d'utilisateurs réguliers, environ 600 et environ 1800 visites par mois. Il y a la BOAS que je citais tout à l'heure, mais il y a également un catalogue de formations en accès libre avec 16 formations et 1500 visites en moyenne. Et enfin, tout ce qui est documentation collaborative sur le SNDS avec 70 fiches thématiques et 13 000 visites par mois. Et enfin, un dictionnaire interactif où là, on recense environ 2000 visites par mois. Donc, on sent qu'il y a vraiment un engouement autour des ressources et un besoin de réutilisation. Donc enfin, je souhaiterais ouvrir autour des données synthétiques, puisque à l'heure actuelle, on peut considérer que ça peut être une solution face aux obstacles liés aux données de santé. Donc, les données synthétiques, ce sont des données artificielles générées pour reproduire les caractéristiques statistiques de données réelles sans contenir d'informations personnelles. Donc, à l'heure actuelle, on a conscience que tout ce qui est données de santé, ça peut générer des contraintes réglementaires et éthiques qui peut parfois freiner l'accès aux ressources, mais évidemment l'ouverture en open data des ressources en tant que résultat. Et donc, les données synthétiques, ça représente des solutions prometteuses puisque ça peut permettre de protéger contre la confidentialité. Ça peut permettre de partager les données sans compromettre la vie privée des patients et sachant que toutes les données ne sont pas partageables. Il y a certains types de données qui ne sont pas anonymisables. Ça peut permettre de faciliter l'accessibilité et la complémentarité. Donc, ça peut également ça peut être des leviers pour ouvrir la science et ça peut être aussi complémentaire à des données réelles puisqu'on peut équilibrer des classes rares au sein d'un jeu de données, on peut faire de la data augmentation. Donc, ça peut vraiment être intéressant pour aussi complémenter des données réelles. Et enfin, ça peut permettre d'accélérer l'innovation puisque ça peut permettre de créer des environnements de développement sans contraintes réglementaires ni risques. Donc, pour nous, les données synthétiques, c'est vraiment quelque chose qu'il faut explorer et qui peut être intéressant à l'avenir. Donc, ça représente vraiment un enjeu à l'heure actuelle dans notre feuille de route pour 2025.
Donc, pour mieux comprendre les besoins, les usages, les attentes autour des données synthétiques et identifier les projets qui peuvent déjà exister ou qui pourraient naître, on a lancé avec l'INRIA un sondage à destination des acteurs de l'écosystème. Donc, le but, c'est vraiment de comprendre ce qui se fait, ce qui peut se faire et ce qui ne peut pas se faire à cause des freins actuels pour essayer de voir s'il y a des leviers pour lever tout ça. Donc, votre avis compte. On est très preneur de vos avis si vous en avez. Donc, n'hésitez pas à répondre à ce sondage si vous êtes intéressé. Et enfin, on est également à la recherche d'un post-doctorant pour un projet qu'on mène en partenariat avec d'autres structures. Donc, ce serait un recrutement intégré au projet PFDS, Programme de formation aux données de santé, qui est porté par l'Université Grenoble-Alpes et qui a été financé dans le cadre de l'AMI Compétences et métiers d'avenir. Donc, l'objectif du projet, c'est de développer un générateur de données synthétiques complexes pour l'imagerie médicale à des fins pédagogiques et d'entraînement IA. Donc, on cherche un profil assez spécialisé en IA, en apprentissage profond, traitement d'images, qui a également une expertise en génération de données synthétiques et des compétences en programmation, avec une certaine sensibilité aux enjeux éthiques et réglementaires. En termes de mission principale, donc, ça sera de concevoir une architecture de génération d'images médicales réaliste et de qualité, avec un contrôle de la complexité et des caractéristiques des images produites. Et donc, ce serait sur une durée de 12 mois éventuellement renouvelable. Donc, c'est un postdoc qu'on aimerait coporter avec une structure qu'on n'a pas encore identifiée. Donc, ça peut être aussi un appel à structure intéressée. On a déjà un budget qui, à l'heure actuelle, est de 102 000 €. Et ce projet impliquerait un conventionnement entre les deux structures qui seraient porteuses de ce postdoc. Donc, si vous avez des questions ou des pré-manifestations d'intérêt, on est disponible. Donc, mon nom, c'est laurie.ala@healthdataHub.fr. Donc, voilà, si vous avez des questions, je suis disponible. Moi, j'avais une question. Par rapport à vos bases de données ouvertes, est-ce qu'il y a des règles sur l'authorship ou autre? Parce qu'il y a forcément, notamment un médecin qui va avoir aidé à constituer la base. Est-ce qu'il y a des règles qui vont faire que ce médecin est cité à chaque fois dans les publications ou des choses comme ça? Tout à fait. En fait, comme je le disais, la licence, ça permet vraiment d'encadrer les modalités de réutilisation d'une ressource. Les licences permissives qu'on recommande, la seule obligation qu'il y a, c'est la citation des auteurs. Et donc, l'attribution d'un DOI qui permet de rendre la base citable, ça favorise aussi la citation de façon plus simple et plus pérenne, puisqu'à la fois, on va citer les auteurs, on peut ajouter le DOI. Et en fait, dans le DOI, il y a un certain registre qui permet du coup de citer toutes les réutilisations et donc ça peut permettre aussi de faire des statistiques. Mais c'est sûr qu'on considère que la citation des auteurs, ça reste quand même le minimum. J'avais une petite question. Vous avez parlé d'un jeu de données qui s'appelle DigiLut à Foch. Si je ne me trompe pas, Foch, c'est surtout pédiatrique. Alors là, c'était un jeu de données sur le rejet de greffe pulmonaire. Donc, ce n'était pas pédiatrique. D'accord. Merci. C'était le professeur Antoine Roux, je ne sais pas si ça vous parle. Non, ça ne me parle pas, mais voilà. Et j'avais une autre question sur homopisation, c'est quoi? Alors en fait, les bases de données du SNDS, ce sont donc je suis pas experte, donc peut-être que certaines personnes sauront en parler mieux que moi, mais ce sont des bases de données qui sont structurées autour du système de remboursement, donc c'est pas très centré sur le patient. Donc quand on veut réutiliser les données du SNDS, il faut avant tout les formater sous un format plus exploitable, plus orienté sur le patient. Donc il y a des systèmes de standardisation qui existent, notamment le système OMOP, qui permet en fait de basculer d'un format qui est pas très lisible, pas très intelligible, à un format beaucoup plus centré sur le patient, qui dans des cadres de recherche ou de projets portés par les médecins, c'est souvent quelque chose qui est recherché. Donc ça fait partie d'un des standards, mais il y en a plusieurs. Une personne seule peut-elle accéder à des données synthétiques? Quelle est la procédure? Alors si les données sont en open data, il n'y a pas de procédure, il suffit d'accéder sur Internet au lien de la base de données. Après, si elles ne sont pas ouvertes en open data, j'imagine qu'il faut demander à la structure à qui appartient ces données si elle veut bien donner un accès. Mais en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas de procédure existante qui serait universelle ou standardisée. L'open data, la règle, c'est que tout le monde y a accès sans avoir besoin de s'inscrire nulle part ou de demander un accès.